Depuis toujours, les sociétés humaines ont cherché à établir des règles pour maintenir l'ordre. Mais parfois, ces lois nous paraissent aujourd'hui complètement insolites. Dans cette vidéo, on vous propose un voyage à travers l'histoire où nous découvrirons certains des codes juridiques les plus anciens et les plus étonnants. Commençons avec le tout premier code connu de l'humanité, le code d'Urnami, rédigé il y a plus de 4000 ans en Mésopotamie. Le code d'Urnami est le plus ancien code juridique conservé à ce jour. Rédigé en sumérien vers 2100 avant Jésus-Christ, celui-ci fut composé sous l'autorité du roi Urnami de la cité d'Ur en Mésopotamie. Bien que des codes de loi antérieurs existaient, comme le code d'Urukagina, le code d'Urnami est le plus ancien code encore existant et conservé. La région d'Ur est aussi appelée le croissant fertile et est traditionnellement considérée comme le berceau de la civilisation. C'est durant l'âge du bronze moyen, plus précisément la période d'Ur III, que le code d'Ur-Nammu émerge. La région de Sumer fut dirigée par Sargon d'Akkad de 2334 à 2279 avant Jésus-Christ, qui mit en place son empire akkadien et qui régna sur les territoires de la Mésopotamie, avant que celui-ci ne soit conquis par les Gutiens. Après plusieurs rébellions, c'est finalement Urnammu et son fils Shulgi-Dur qui sortiront vainqueurs et établisseront la troisième dynastie d'Ur à Sumer. Ces deux figures historiques seront considérées responsables de la renaissance sumérienne. Le code comportait environ 57 lois, toutes exprimées sous la forme casuistique. Cette forme d'argumentation consiste à dire si un crime est commis, alors un châtiment est appliqué. À l'exception des crimes capitaux passibles de peine de mort, les punitions prenaient la forme d'amendes. Ces amendes visaient simplement à servir d'un rappel, car le roi Urnammu avait promulgué le code en partant du principe que son peuple savait se comporter respectueusement les uns envers les autres. Ces amendes, sous forme de compensation monétaire, sont aussi une rupture avec les anciennes coutumes de vengeance personnelle, comme la loi du talion œil pour œil, dent pour dent, du droit babylonien. Ainsi, cet abandon progressif de la coutume de vengeance reflète le début de l'évolution vers des sociétés plus structurées, où les conflits sont réglés de manière juste et basés sur la raison. À cette époque, la religion était un élément primordial dans la vie des citoyens et avait une grande influence sur les structures sociales et le gouvernement. Selon les Sumériens, les dieux avaient instauré l'ordre à partir du chaos et le rôle de l'individu était de collaborer avec eux pour éviter le retour au chaos. Urnammu comprenait l'importance de la religion pour le peuple. Ainsi, pour éviter des rébellions, Urnammu promulgua l'idée que ces lois étaient d'origine divine et que lui était simplement l'intermédiaire chargé de transmettre la volonté des dieux au peuple. Urnammu gouvernait son royaume selon une hiérarchie patriarcale où il se positionnait comme une figure paternelle et incitait la population à se percevoir comme une grande famille où les lois sont comme des règles d'un foyer et essentielles pour vivre en harmonie. Ceci lui permettra ainsi de légitimer son autorité. Si la femme d'un homme s'est donnée à un autre homme et qu'il a couché avec elle, cette femme sera mise à mort, mais cet homme sera relâché. Cette loi du code reflète bien la société patriarcale d'Urnammu, où les femmes étaient censées se marier et avoir des enfants qu'elles élèveraient, tout en s'occupant de la maison. La loi impose la peine de mort à la femme adultère, mais aucune sanction à l'homme impliqué, reflétant une justice basée sur le sexe des individus. Cette norme juridique manifeste aussi les attentes sociales présentes dans les sociétés sumériennes. Cette loi au sein du code d'Urnammu n'impose pas simplement une règle, mais traduit plutôt les comportements jugés acceptables ou inacceptables par la société. Le code juridique d'Urnammu renforçait ainsi des rôles sociaux qui étaient conformes aux normes sociales de la société. Maintenant, tournons-nous vers la Grèce antique, où Dracon impose l'un des systèmes juridiques les plus sévères de l'histoire. Imaginez voler une pomme et finir exécuté. C'est exactement ce que prévoyait Dracon. Les lois de Dracon étaient écrites avec du sang, non avec de l'encre. Cette citation résume bien ces lois-ci. Mais premièrement, il faut aborder le contexte. Laissez-nous vous transporter à Athènes, où les aristocrates contrôlent la terre, détiennent la plupart des privilèges, des droits politiques ou bien sûr de l'argent. La loi était entre leurs mains. Il n'était écrite qu'à leur propre fin,
et de leur propre point de vue. La plupart des Athéniens devaient vivre dans une relative pauvreté, et sous ce régime, les simples ouvriers et les agriculteurs n'avaient aucun d'autre choix que de se laisser gouverner par les aristocrates. Il n'existait pas de guide de détermination, des peines ou de précédents judiciaires explicitement écrits sur lesquels s'appuyer. Cette concentration du pouvoir était une véritable forme d'absolutisme, où une petite élite possédait l'entièreté du pouvoir sans réel cadre juridique imposé. Sous ce régime, les aristocrates gouvernent de manière arbitraire, créant des lois qui bénéficient leurs intérêts personnels sans réel souci pour la justice et le bien de la population. Dans les sociétés athéniennes, ce n'était pas l'État qui s'occupait de rendre justice, mais les victimes elles-mêmes. Si quelqu'un était tué, c'était à sa famille de demander justice ou de chercher une forme de dédommagement. Cela menait souvent à des conflits de famille qui duraient très longtemps, parfois sur plusieurs générations, parce que chacun voulait se venger et personne ne voulait vraiment reconnaître ses torts. Au fil du temps, des groupes de citoyens se réunirent pour réfléchir à la manière de prévenir les transgressions ou de punir les criminels d'autres régions et d'éviter ainsi des guerres prolongées fondées sur des conflits générationnels. Ils ont chargé Dracon, un législateur aristocrate, de rédiger un code écrit. Celui-ci a été gravé sur des supports visibles pour tous, marquant un tournant majeur dans l'histoire du droit athénien. Maintenant, la présentation de la loi. Le code de Dracon est resté célèbre pour sa sévérité extrême. Même les crimes mineurs, comme le vol d'une pomme, étaient punis de mort. Dracon justifiait cette rigueur en affirmant que les petits crimes méritaient déjà la mort et qu'il n'existait pas de punition plus dure pour les crimes qui sont considérés plus graves. Cette logique a donné naissance à l'expression loi draconienne, qui désigne encore aujourd'hui des lois qui sont d'une dureté exagérée. Malgré tout, Dracon a aussi introduit des idées novatrices dans la société, comme la distinction entre l'homicide volontaire et involontaire. Celui qui tue un autre Athénien, volontairement ou par accident, doit être banni d'Athènes pour toujours. Si le meurtrier présente ses excuses à la famille de l'homme assassiné et que celle-ci les accepte, il peut rester à Athènes. Maintenant, l'abrogation de la loi. Le code juridique de Dracon fut plus tard considéré comme intolérablement sévère, en particulier en ce qui concerne la peine de mort pour tous les crimes insignifiants. Selon World History Encyclopedia, il ne satisfait probablement pas non plus les dirigeants de l'époque, puisque Solon, qui était l'archonte, ce qui veut dire gouverneur, abrogea plus tard le code de Dracon et publia de nouvelles lois, et conserva que les lois de Dracon sur l'homicide. En plus de contrôler la politique, les aristocrates ont trouvé un moyen légal de prendre les terres aux pauvres, en utilisant des lois écrites pour justifier leurs actions. Avec le code de Dracon, les dirigeants prétendent de respecter la loi et agir de manière juste, du moins selon leur propre vision de la justice. Après avoir vu la sévérité du code de Dracon dans la Grèce antique, avançons de plusieurs siècles pour découvrir un autre ensemble de lois marquées par l'injustice, les lois de Nuremberg. Le contexte, l'Allemagne dans les années 1930. À l'été 1935, alors que l'idéologie raciale nazie se radicalise, le régime organise de nombreuses parades humiliantes appelées le Rassenschande, qui signifie la honte de la race. Les hommes et les femmes soupçonnés d'avoir entretenu des relations intimes avec des juifs sont forcés de défiler dans les rues, exposés au regard du public, portant des pancartes dégradantes dénonçant leurs fautes. Ces mises en scène orchestrées par le pouvoir nazi visent à faire de l'antisémitisme une norme sociale. Il s'agit d'un outil de contrôle idéologique et de terreur morale destiné à décourager toute forme de relation entre les Aryens et les Juifs, tout en mobilisant la population autour de la vision raciste du régime. Les lois de Nuremberg sont le point de départ dans la politique antisémite du nazisme. En septembre 1935, Hitler convoque le Parlement allemand afin d'adopter deux lois fondamentales. Ces lois légitiment l'idéologie raciste du régime nazi en inscrivant l'antisémitisme dans le droit allemand. Elles constituent un tournant dans la politique de persécution des Juifs, en leur retirant leurs droits civiques et en les isolant juridiquement du reste de la population allemande. Bien qu'elles ne marquent pas le début de la répression antisémite, les lois de Nuremberg représentent un tournant majeur en ce qu'elles donnent à cette répression une forme légale et systématiquement organisée. Maintenant, l'analyse des lois. Il y a 3 lois à explorer, mais cependant nous allons aller plus en profondeur sur 2 car elles sont plus pertinentes pour notre sujet.
La première, la loi sur la citoyenneté du Reich. Cette loi définit qui a la citoyenneté allemande. Seuls les individus de sang allemand ont la citoyenneté. Et elle fait perdre la citoyenneté allemande aux Juifs, les désignant comme des sujets de l'État. La deuxième est la loi sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Elle interdit les mariages et les relations sexuelles entre les Juifs et les Aryens. Elle interdit aux Juifs d'employer des femmes allemandes de moins de 45 ans comme domestiques. Les Juifs ne peuvent plus hisser le drapeau du Reich ni porter ses couleurs. Cette loi concrétise qui est juif et qui est allemand. Par exemple, les personnes ayant au moins 3 grands-parents nés dans la communauté juive étaient considérées comme des juifs. Maintenant, les Allemands considèrent les juifs comme une race plutôt qu'une religion. Ce statut racial se transmet aux enfants et petits-enfants. Les lois de Nuremberg n'ont pas juste un impact dans l'Allemagne, car plusieurs autres pays adoptent leur propre version de ces lois antisémites. Dès 1941, l'Italie, la Hongrie, la France, la Roumanie, la Slovaquie et la Croatie ont toutes adopté des législations anti-juives. Il est important de noter que plusieurs de ces pays étaient sous l'emprise de l'Allemagne ou alliés lors de la législation de ces lois. Cependant, l'impact de ces lois ne sont pas à négliger. Maintenant, les conséquences de ces lois et leur fin. 3 ans après l'adoption des lois de Nuremberg, plus de 250 000 Juifs ont fui l'Allemagne. Sous la loi, les Juifs ont été exclus progressivement de nombreuses professions, que ce soit médecins, avocats ou enseignants. Ils ont aussi été poussés hors de la vie économique. Leurs commerces ont été boycottés, confisqués, attaqués ou fermés. Maintenant, 10 ans après les lois de Nuremberg, c'est la fin de la guerre. Hitler et les nazis sont vaincus. En conséquence, c'est la fin des lois de Nuremberg. C'est maintenant dans la ville de Nuremberg, qui est presque maintenant entièrement détruite par les bombardements britanniques et américains, que les principaux dirigeants nazis survivants sont jugés pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les lois de Nuremberg ont été une étape essentielle pour la légalisation de la marginalisation des Juifs, puis ensuite à leur ségrégation, à leur enfermement et pour viser à leur extermination. Ces lois étaient un élément clé lors des procès de Nuremberg. Elles ont entraîné plus de 12 condamnations à mort ainsi qu'à plusieurs autres peines de prison à vie. Leur abrogation a constitué une étape clé dans la reconstruction démocratique de l'Allemagne et son engagement envers les droits humains universels. Depuis, ces lois sont analysées comme un exemple extrême de l'usage idéologique du droit, où la loi devient un instrument de haine plutôt qu'un outil de justice. Tournons-nous maintenant vers les États-Unis, où les lois Jim Crow ont imposé, elles aussi, une ségrégation profondément injuste. On est aux États-Unis en 1877. La reconstruction tire à sa fin et les Jim Crow Laws commencent à être mis en place, restant en vigueur jusqu'au mouvement des droits civiques dans les années 1950. Les lois Jim Crow renforçaient la ségrégation raciale entre les Noirs et les Blancs et visaient principalement à marginaliser les populations afro-américaines en leur refusant le droit de vote, l'accès à l'emploi, à l'éducation et à d'autres opportunités. Le terme Jim Crow provient du nom d'un acteur blanc de spectacle de ménestrel nommé Thomas Dartmouth Rice. Cet acteur incarnait un personnage noir stéréotypé appelé Jim Crow. Ce terme est ensuite devenu une insulte péjorative envers les communautés afro-américaines et puis est devenu le nom des lois ségrégationnistes. Les origines de ces lois remontent à 1865, juste après le 13e amendement qui met fin à l'esclavage aux États-Unis. En réaction à celui-ci, plusieurs États du Sud adoptent les Codes noirs, qui visaient à contourner l'abolition de l'esclavage et limiter les droits des Noirs. Par contre, la ségrégation officielle commence avec l'arrêt Plessy v. Ferguson. Cette affaire concernait le Separate Car Act, qui exigeait des installations séparées, mais égales, pour les passagers blancs et noirs. Même si cette loi a été contestée par Homer Plessy, la Cour suprême des États-Unis a rejeté ces arguments et a validé la légalité de la ségrégation raciale, établissant le principe du séparé mais égal, qui est devenu le pilier des lois Jim Crow. Les lois Jim Crow visaient à établir une stricte séparation entre les Noirs et les Blancs dans tous les aspects de la vie quotidienne. En effet, des salles d'attente séparées dans les gares routières et ferroviaires étaient obligatoires, tout comme pour les fontaines à eau, les toilettes, les entrées de bâtiments, les ascenseurs, les cimetières, les théâtres et même les restaurants pour empêcher tout contact entre noir et blanc. Plusieurs autres espaces publics comme les trains et les tramways étaient séparés pour les noirs et blancs, ainsi que les écoles,
qui étaient souvent de qualité inférieure et sous-financées. Les lois Jim Crow touchaient non seulement la sphère publique, mais aussi la sphère privée, en interdisant les mariages interraciaux. Par exemple, dans le cas de la Floride, il était illégal pour une personne blanche d'épouser une personne noire et la célébration de ce mariage était passible d'une amende de 1000 $, dont la moitié revenait à l'informateur. Donc, même si cette séparation était légalement justifiée, elle n'était pas fondée sur la raison, mais plutôt fondée sur des préjugés raciaux profondément ancrés. Concrètement, ces lois visaient à renforcer un système inégalitaire où les Noirs sont perçus comme inférieurs. Ainsi, on peut dire que la légitimité de ces lois était entièrement basée sur des institutions racistes qui cherchaient à maintenir la suprématie blanche. L'État, qui était supposé conférer un cadre et une légitimité au système juridique, est ici instrumentalisé pour favoriser l'injustice. En légitimant ces lois, l'État ne respecte pas sa fonction de base qui est de maintenir l'ordre à l'intérieur des frontières, mais valide plutôt la discrimination des minorités et normalise le racisme, participant à la construction d'un ordre social inégalitaire perdurera pendant des décennies.